Cette benne soulève d'un coup plusieurs tonnes de roches, le poids de plusieurs voitures. Elle mord dans le granit dur avec une aisance déconcertante, comme s'il s'agissait de sable, et fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sous une chaleur d'enfer comme dans un froid glacial. Ce n'est pas un simple morceau de ferraille, c'est le poing blindé d'une pelle de mine géante, un sommet de l'ingénierie, conçu dans un seul but, détruire et charger. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de l'enfer industriel, dans l'usine où ces monstres indestructibles naissent de plaques d'acier plates et sans âme. L'histoire de la façon dont le feu, la pression et une précision inouïe transforment le métal en un outil capable de déplacer des montagnes. Tout commence dans un immense entrepôt à ciel ouvert, où reposent de véritables plaques d'acier. Oubliez la simple tôle fine. Ce qui se trouve ici, c'est du blindage. Des plaques d'acier spéciales résistant à l'usure, comme le Hardox ou ses équivalents, épaissent de 10, parfois 15 cm. Une seule de ces plaques peut peser plus de 10 tonnes. Ce n'est pas du simple fer. C'est un alliage complexe contenant du manganèse qui lui confère une dureté extraordinaire et du chrome qui le protège de la corrosion. Cet acier possède une propriété unique. Plus on le frappe, plus sa surface durcit. Un pont roulant géant muni de puissants aimants saisit l'une de ces plaques et la dépose dans un fracas assourdissant sur une table de découpe. Point de départ de notre chaîne de fabrication. Et voilà que commence le premier spectacle de feu, la découpe. Une immense potence surplombe la tôle, le long de laquelle se déplace en sifflant un chalumeau à plasma. À l'intérieur, une buse d'où jaillit sous une pression colossale un jet de gaz ionisé, chauffé à plus de 20 000 degrés Celsius. C'est comme un éclair apprivoisé. Le jet aveuglant pénètre sans effort dans l'épaisseur de l'acier de 50 cm et entame sa danse. Guidé par ordinateur, il découpe avec une précision millimétrique dans la tôle plane tous les éléments du futur godet. Les parois latérales, appelées joues, la paroi arrière incurvée, le fond et le massif tranchant avant. L'espace se remplit d'un grondement, d'une odeur d'ozone et d'une lumière aveuglante, tandis que sous le chalumeau jaillit une gerbe de métal en fusion qui évoque un feu d'artifice. Nous avons maintenant un ensemble de pièces d'armure plates et tranchantes comme des rasoirs. Mais le godet possède une forme complexe et incurvée. L'heure est venue de démontrer une puissance pure et silencieuse. Les ébauches plates sont envoyées sous la presse hydraulique. Ce n'est pas un marteau qui frappe. C'est une machine gigantesque qui librement, mais avec une force inexorable de milliers de tonnes, fait descendre son poinçon. Le pont roulant présente la paroi arrière plane et la presse, en l'appliquant contre une matrice arrondie, la plie complètement, centimètre par centimètre, lui conférant sa forme semi-circulaire caractéristique. Le métal ne se brise pas, il gémit, craque, mais se soumet à cette force colossale, changeant de forme pour toujours. Lorsque toutes les pièces ont reçu les courbures nécessaires, commence l'étape la plus délicate, semblable au travail d'un chirurgien, la soudure. Il ne s'agit pas simplement d'assembler des morceaux, c'est créer un organisme monolithique, indestructible. Les éléments sont réunis dans un gabarit spécial, tel un gigantesque puzzle tridimensionnel qui les maintient dans une position parfaitement exacte. Et les soudeurs entrent en scène. Ce sont les véritables élites de l'usine. Vêtus de combinaisons ignifugées et de masques,
ils commencent à joindre ces épaisses plaques. Cela ne se fait pas en une seule passe. Pour souder 2 morceaux d'acier de 50 cm, il faut effectuer des dizaines de passes, déposant le métal couche après couche. C'est ce qu'on appelle le soudage multipasse. Chaque cordon est soigneusement nettoyé du laitier avant d'appliquer le suivant. L'arc brûle avec une luminosité incroyable et le métal en fusion coule comme de la lave, unissant à jamais les parties séparées. Chaque soudure importante, une fois terminée, est contrôlée par ultrasons afin de s'assurer de l'absence de fissures ou de cavités cachées. Mais l'élément le plus emblématique du godet, c'est son sourire, ses dents. Elles ne sont pas fabriquées dans le même acier que la caisse. Les dents sont des pièces moulées distinctes, réalisées dans un alliage encore plus résistant, à base de manganèse. Leur forme complexe leur permet de mordre facilement dans la roche, tout en s'auto-affûtant durant le travail. Elles ne sont pas simplement soudées, elles se fixent au bord d'attaque massif coulé d'une seule pièce, grâce à un système spécial de verrous et de goupilles. Cela permet, lorsqu'une dent se brise ou s'use après des centaines d'heures de travail en carrière, que l'opérateur de la pelleteuse puisse chasser quelques goupilles et la remplacer directement sur place en quelques minutes. Lorsque le corps principal est assemblé, on commence à le renforcer avec un blindage supplémentaire. C'est ce processus qui transforme une simple benne robuste en véritable char d'assaut. Sur les parois latérales, les joues, on soude des plaques de protection additionnelles. Le fond, qui est la partie la plus exposée, est renforcé par des bandes spéciales résistantes à l'usure, appelées patins. Toutes les zones critiques sont recouvertes de couches de blindage supplémentaires. Cela rend la benne encore plus lourde, mais aussi infiniment plus durable. Une fois toutes ces soudures effectuées, notre benne forme un ensemble monolithique. Mais à l'intérieur, comme dans un ouvrier épuisé, se sont accumulées d'énormes tensions internes. Si on la laissait en l'état, elle pourrait se fissurer sous un choc violent. Elle attend donc une ultime cure thermale, le revenu. Une grue gigantesque soulève délicatement toute la benne de plusieurs tonnes et la place dans un four immense. Les portes se referment et la température s'élève lentement jusqu'à environ 600 degrés Celsius. La benne se repose dans cette chaleur pendant plusieurs heures. Ce processus permet au réseau cristallin du métal de se détendre et d'évacuer toutes les tensions, rendant l'ensemble de la structure plus solide et plus résistante au choc. Après le four et le refroidissement libre, vient le temps du travail de précision. Sur la partie supérieure du godet se trouvent des oreilles spéciales, d'imposants anneaux de levage par lesquels il sera fixé à la flèche de la pelle. Les trous doivent être parfaitement coaxiaux et avoir un diamètre exact. Le godet est donc installé sur une alaiseuse géante. Une énorme fraise, pilotée par ordinateur, alaise ses ouvertures au centième de millimètre près, jusqu'à la dimension idéale. Et la touche finale. Prêt mais encore recouvert de calamine et de traces de soudure, le godet est envoyé dans une chambre de grenaillage. Là, il est bombardé de toutes parts par des millions de minuscules billes d'acier qui chassent toute la rouille et la saleté, créant une surface parfaitement propre et rugueuse. Puis on le peint dans une couleur vive de la marque, jaune, rouge ou orange. Cette peinture n'est pas là pour faire joli. C'est une couche épaisse et résistante qui protège le métal de la corrosion. Et voilà qu'au bout de ce long chemin bruyant et brûlant, naît ce monstre d'acier. Il est lourd, brutal et semble indestructible. Il est prêt à partir dans la carrière pour commencer son dur labeur, en silence, jour après jour, déplacer des montagnes. Et vous,
vous pouvez faire bouger ma chaîne avec votre abonnement et un beau commentaire. Ce char a traversé 3 guerres. Dans 4 heures, il sera réduit en ferraille. Autrefois, il avançait à travers la poussière et le feu, encaissait les coups et sauvait son équipage sous les tirs nourris. Son blindage porte les traces d'obus. Son moteur garde en mémoire des milliers de kilomètres de route du front. Désormais, tout se jouera au chalumeau et aux cisailles hydrauliques. L'acier sera découpé, la coque compressée, la tourelle s'effondrera sur le béton. En quelques heures, cette machine chargée d'histoire deviendra matière première pour de nouveaux rails et poutrelles. La première étape consiste en un démontage complet de l'armement et de tous les équipements sophistiqués du véhicule. Je me tiens près du char, qui n'a plus le statut d'unité de combat, mais conserve techniquement tous ses systèmes. L'équipe commence par travailler sur la tourelle. À l'aide de grues et de vérins hydrauliques, on retire le canon avec son berceau et une partie des mécanismes de recul. Chaque boulon et fixation est dévissé sous contrôle, car les ensembles sont massifs et soumis à de fortes tensions. Ensuite, on démonte les modules de mitrailleuse, les stabilisateurs et les mécanismes de pointage. Tout cela est emballé séparément, étiqueté et transféré vers des zones spécialisées. Après l'armement, on passe à l'électronique. On ouvre les panneaux intérieurs, on retire les blocs de communication, les systèmes de conduite de tir, les modules de calcul, les appareils optiques. Les faisceaux de câbles sont découpés soigneusement par section, pour ne pas endommager les connecteurs, ni provoquer de court-circuit. Des éléments chargés peuvent subsister à l'intérieur. C'est pourquoi tout est vérifié avec des appareils de mesure avant le retrait. À ce stade, le char perd littéralement son système nerveux et se transforme en simple coque métallique. L'étape suivante consiste à vidanger le carburant et tous les fluides techniques. Un seul char peut contenir jusqu'à 1000 litres de gazole, qu'il faut entièrement évacuer avant de commencer le découpage du métal. La machine est installée sur une plateforme spéciale équipée de bacs de récupération. Des tuyaux étanches sont raccordés aux orifices de vidange d'origine ou aux trappes de service, puis le carburant est transféré dans des réservoirs fermés. Les pompes fonctionnent lentement pour éviter toute surpression et ne pas soulever les dépôts accumulés au fond des cuves. Après le carburant, on passe au lubrifiant. On vidange l'huile moteur, le liquide de la boîte de vitesse, les fluides hydrauliques des mécanismes de tourelle et les liquides de frein. Chaque type est collecté séparément, car ils sont soumis à des procédés différents d'élimination ou de régénération. Une attention particulière est portée aux joints et raccords, pour qu'aucune goutte ne tombe sur le sol de l'atelier. Ce n'est que lorsque le système est entièrement vidé et vérifié que la carcasse est jugée sûre pour la découpe mécanique ultérieure. Commence alors l'étape la plus spectaculaire, la découpe du blindage au chalumeau et au plasma. Face à moi, une coque de plusieurs dizaines de millimètres d'acier, conçue pour résister aux impacts directs. Impossible d'y arriver avec une simple scie. Les ouvriers tracent d'abord les lignes de coupe pour diviser l'engin en sections transportables et faciles à fondre par la suite. Puis viennent les chalumeaux oxyacétyléniques ou oxypropaniques. La flamme porte le métal à plus de 1000 degrés. Ensuite, le jet d'oxygène dévore littéralement l'acier le long du tracé. Pour les sections plus épaisses ou en alliage, on utilise la découpe au plasma. Ici, un arc électrique crée un jet de gaz ionisé, atteignant plusieurs milliers de degrés. Le plasma traverse le blindage plus rapidement et avec plus de précision, laissant une découpe étroite. Les étincelles jaillissent sur plusieurs mètres. C'est pourquoi des écrans de protection sont installés tout autour.
Peu à peu, le char perd son intégrité. La tourelle se détache, les flancs se divisent en segments, et la machine de guerre se transforme en morceaux de métal distincts, prêts pour l'étape suivante du recyclage. Après la découpe, les fragments de la carcasse passent sous une presse gigantesque. Je me tiens près de cette machine, qui pèse des dizaines de tonnes, et développe une force de compression de plusieurs milliers de tonnes. Les sections de blindage, qui faisaient encore récemment partie d'un char intact, sont introduites l'une après l'autre dans la chambre. Les vérins hydrauliques se referment lentement, et les épaisses plaques d'acier commencent à se déformer, à craquer aux jointures et à se replier sur elles-mêmes. La pression s'élève progressivement pour éviter que le métal ne se fragmente et ne crée des éclats dangereux. Le blindage, conçu pour résister aux impacts, se révèle impuissant face à cette compression uniforme. En quelques minutes, la structure volumineuse se transforme en un bloc compact aux formes régulières. Ce cube métallique facilite le transport, le stockage et l'acheminement ultérieur vers l'aciérie. Lorsque la presse se dessert, un bloc dense est éjecté de la chambre. Impossible d'y reconnaître les contours d'un véhicule. Il ne reste qu'une masse concentrée d'acier. C'est sous cette forme que le char réformé achève son existence comme engin militaire et devient une simple matière première destinée à la refonte. Ce cube métallique dense prend ensuite la route de l'aciérie. J'y arrive et découvre une toute autre échelle. Les briquettes de blindage sont pesées, analysées pour déterminer leur teneur en éléments d'alliage, puis acheminées vers les fours. Dans le four à arc électrique, le métal fond à une température dépassant 1500 degrés. L'ancienne armure, qui résistait aux impacts et aux charges, passe à l'état liquide et se mêle aux autres ferrailles. Les chimistes ajustent la composition en ajoutant la quantité nécessaire de carbone ou d'autres éléments pour obtenir un acier aux caractéristiques souhaitées. Après épuration des scories, le métal en fusion est acheminé vers la machine de coulée continue. Là, on en façonne des ébauches, de longues brames rectangulaires ou des blooms carrés. Elles refroidissent lentement, passent entre des rouleaux et sont découpées en tronçons de la longueur voulue. Ces ébauches gagnent ensuite le laminoir. Sous la pression des cylindres, le métal s'étire et adopte une nouvelle forme. S'il s'agit d'un profilé ferroviaire, l'ébauche traverse des calibres spéciaux qui façonnent le profil caractéristique avec son champignon, son âme et son patin. L'acier incandescent s'étire sur des dizaines de mètres, et en quelques minutes à peine, voici devant moi le futur rail de chemin de fer. Lorsqu'il s'agit de poutrelles de construction, les laminoirs confèrent au métal une section en H ou en double T. Ces éléments supportent des charges considérables et deviennent l'ossature de ponts, d'entrepôts et d'immeubles de grande hauteur. Ce contraste me frappe profondément. Une machine conçue pour la guerre traverse un cycle complet de métamorphose pour devenir partie intégrante de l'infrastructure. Le blindage qui protégeait autrefois l'équipage se transforme désormais en rails, sur lesquels rouleront des trains de voyageurs, ou en poutrelles qui soutiendront les toits de quartiers résidentiels. Le métal n'a pas de mémoire, seul compte la nouvelle forme et la nouvelle fonction. Et c'est là, sans doute, tout le sens du recyclage. Même les engins les plus lourds peuvent connaître une seconde vie au service de la construction civile. Et pour que ma chaîne poursuive sa propre vie, n'hésitez pas à vous abonner. Au fond de l'Ohio se cache une machine qui soutient le ciel américain. La presse Mesta 50, un monstre de 36 000 tonnes qui s'enfonce de 10 étages sous terre. Elle comprime le métal avec une force de 50 000 tonnes, soit le poids de 10 tours Eiffel réunies. Sans cette machine, les États-Unis n'auraient ni F-35 ni Boeing 787.
Lorsqu'en 2009, une fissure est apparue sur la presse, toute l'aviation américaine a retenu son souffle. Aujourd'hui, nous allons voir comment le titane incandescent se transforme en aile de chasseur, sous le coup du poing d'acier de la guerre froide. Prêt à plonger au cœur de la puissance aéronautique américaine ? Si vous vous trouviez devant l'usine Alcoa de Cleveland, dans l'Ohio, rien ne retiendrait votre attention. Un bâtiment industriel ordinaire, un mur de briques grises, des cheminées, des camions. Mais il suffit de descendre pour pénétrer dans un monde où naît la puissance véritable. La presse Mesta 50 ne repose pas sur le sol, elle y est encastrée. 30 mètres de profondeur, 10 étages de béton et d'acier. Pourquoi si profond ? Parce que lorsque 50 000 tonnes de force s'abattent sur le métal, la Terre tremble dans un rayon d'1 kilomètre. Sans ces fondations colossales, la presse s'enfoncerait dans le sol comme un couteau dans du beurre. Cette machine fut construite en 1955, au plus fort de la guerre froide. L'Amérique et l'Union soviétique ne rivalisaient pas seulement dans l'espace, elles se disputaient la maîtrise du ciel. Qui parviendrait à créer les meilleurs avions dominerait les airs. Et pour les meilleurs avions, il fallait des pièces impossibles à fabriquer par des procédés ordinaires. Imaginez une aube de turbine du réacteur F-35. Cette pièce ne mesure que 30 cm de long, mais elle tourne à 10 000 tours par minute à une température de 1400 degrés Celsius. Aucune soudure ne pourrait résister à de telles conditions, elle se désintégrerait en quelques secondes. L'aube doit être monobloc, taillée dans un bloc massif de titane ou de super-alliage de nickel. C'est précisément à cela que sert la Mesta 50. Elle ne coupe pas, elle ne soude pas, elle forge. Elle prend un lingot de titane incandescent de 2 kg et le transforme en une forme précise d'aile ou d'aube en un seul coup. Le processus commence par la préparation. Le lingot de titane est chauffé dans un four spécial, jusqu'à 960 degrés Celsius. À cette température, le titane devient aussi malléable que de la pâte à modeler, tout en conservant sa résistance extraordinaire. Le métal émet une lueur rouge vif, presque blanche, impossible de le regarder sans lunettes de protection spéciale. Lorsque la température atteint le point requis, le bras robotisé extrait le lingot incandescent et, en quelques secondes à peine, le transporte jusqu'à la presse. Le temps est critique. Si le titane refroidit ne serait-ce que de 50 degrés, il deviendra trop dur et la presse ne pourra plus le déformer. Le lingot est placé dans la matrice inférieure, un immense moule en acier qui épouse les contours de la future pièce. Au-dessus, descend la matrice supérieure de 150 tonnes. Et là, c'est le choc. 50 000 tonnes de force s'abattent sur le titane incandescent. Pour vous donner une idée, c'est comme si l'on posait simultanément 150 avions de ligne sur votre table. Les vérins hydrauliques, de 2,50 m de diamètre, génèrent une pression de 350 mégapascales, soit 3500 fois la pression atmosphérique. Sous une pression aussi folle, le titane se comporte étrangement. Il ne casse pas, ne se fissure pas, il coule. Les atomes du métal se déplacent, glissent les uns contre les autres, remplissant chaque recoin microscopique du moule. En 3 secondes, un lingot informe se transforme en copie parfaite d'un longeron d'aile ou d'une aube de turbine. L'usine tout entière tremble sous l'impact. À plusieurs centaines de mètres à la ronde, on ressent la vibration, comme un petit séisme. Les ouvriers qui travaillent auprès de la presse portent des casques spéciaux, car le son de l'impact atteint 130 décibels, plus fort que le décollage d'un avion à réaction. Mais le plus impressionnant, c'est la précision. Malgré cette force barbare, la presse contrôle la forme à un demi-millimètre près. Des capteurs laser suivent chaque mouvement de la matrice. L'hydraulique corrige la pression des milliers de fois par seconde. Si quelque chose tourne mal,
une pièce valant 300 000 € se transforme en ferraille. La Mesta 50 fabrique des pièces pour tous les principaux avions américains. Le F-35, Lightning II, le F-22 Raptor, le Boeing 787 Dreamliner, les moteurs d'hélicoptères Apache, tous comportent des pièces nées sous les coups de cette presse. Chaque mois, plus de 2000 tonnes de titane et de superalliage de nickel y transitent. Puis vint la catastrophe. En 2009, lors d'une frappe de routine, les ingénieurs entendirent un bruit inhabituel. Le métal venait de se fissurer. La presse fut immédiatement arrêtée et la découverte glaça les sangs. Une fissure d'1,20 m était apparue dans la poutre maîtresse. Pour l'industrie aéronautique américaine, ce fut un choc. La Mesta 50 est la seule presse d'une telle puissance dans le pays. Sans elle, la production du F-35 s'arrêtait net, Boeing ne pouvait plus fabriquer de pièces pour le Dreamliner, les commandes militaires restaient en suspens. Chaque jour d'immobilisation coûtait des millions de dollars. Une réparation désespérée s'est engagée. Le problème, c'est qu'une poutre de 2000 tonnes ne peut tout simplement pas être démontée et remplacée. Elle est intégrée dans la structure à 30 mètres de profondeur, entourée de dizaines d'autres systèmes. Les ingénieurs prévoient d'effectuer la réparation sur place. Une équipe spécialisée de soudeurs a travaillé 24 heures sur 24 pendant 4 mois. Ils ont utilisé la technologie la plus avancée, le soudage électrolytier sous atmosphère inerte. La fissure a été soudée couche par couche, chacune d'une épaisseur de 3 mm. Après chaque couche, le métal subissait un traitement thermique pour éliminer les contraintes internes. Au total, 760 couches de cordons de soudure ont été déposées. Parallèlement, une poutre de secours était fabriquée, au cas où la réparation échouerait. Elle a été réalisée dans une autre usine, en utilisant la plus grande grue d'Amérique, d'une capacité de 4000 tonnes. Le coût de cette poutre de secours, 18 millions de dollars. Quant à l'abonnement à ma chaîne, il vous coûtera 0 $ et 0 $. Alors, vous êtes déjà abonné ? Mais la réparation fut une réussite. En décembre 2009, la Mesta 50 reprit du service. Le premier coup après la remise en état fut observé par 200 ingénieurs. Tous retenaient leur souffle. La presse frappa, le titane se déforma, et la fissure ne réapparut pas. Le ciel américain était sauvé. Aujourd'hui, la Mesta 50 continue de fonctionner. Elle a déjà près de 70 ans, un âge incroyable pour un équipement industriel. Les presses modernes sont plus efficaces et automatisées, mais aucune ne peut atteindre une telle puissance. 50 000 tonnes demeure un record inégalé pour le pays. Fait intéressant, autour de la presse s'est formé tout un écosystème. Des milliers d'ingénieurs, de métallurgistes, d'opérateurs travaillent à l'usine. Beaucoup sont originaires d'Amérique latine, venus aux États-Unis en quête d'une vie meilleure et qui ont trouvé un emploi dans l'aéronautique. Ils façonnent les pièces qui ensuite propulsent des avions dans le ciel du monde entier. La Mesta 50, c'est bien plus qu'une machine. C'est un symbole de puissance industrielle, d'excellence technologique et d'ingéniosité technique. C'est la preuve que parfois, les meilleures solutions ne sont pas les plus récentes, mais celles qui ont été éprouvées par des décennies de travail fiable sous une pression incroyable. La pierre que nous tenons entre nos mains, fragment modeste de roche marqué de veines vertes ou bleues caractéristiques, recèle en vérité le potentiel de milliers de kilomètres de câbles qui irriguent nos métropoles modernes. Le minerai de cuivre n'est pas un cristal raffiné, destiné à la joaillerie,
mais le socle austère sur lequel repose toute l'architecture énergétique de la planète. Le parcours qui mène de cette roche dure, arrachée aux profondeurs de l'écorce terrestre, jusqu'au fin circuit imprimé du chargeur de votre smartphone, constitue l'un des processus les plus exigeants et les plus monumentaux de l'industrie contemporaine. On qualifie le cuivre de métal d'avenir, non pas en raison de sa rareté, mais de son caractère irremplaçable dans un monde qui délaisse rapidement les combustibles fossiles au profit de l'électricité. Tout commence au plus profond de la Terre, ou dans des carrières colossales, qui par leur taille, évoquent de véritables canyons artificiels. Les plus grands gisements de cuivre, comme l'Escondida chilienne ou Chuquicamata, sont d'immenses gouffres creusés dans le désert, où les machines travaillent 24 heures sur 24. L'extraction du cuivre est une affaire de volume considérable. La teneur en métal du minerai dépasse rarement 1% et descend parfois sous la barre du demi-pourcent. Cela signifie qu'il faut traiter des tonnes de roches pour obtenir quelques kilogrammes de cuivre pur. Le minerai se présente traditionnellement sous forme de sulfure ou d'oxyde, et chaque type exige sa propre approche. Le plus répandu est la chalcopyrite, un minéral complexe où le cuivre s'associe au fer et au soufre. Son éclat doré trompe souvent les chercheurs de trésors inexpérimentés. Mais pour les industriels, cet éclat est le signal de la présence d'une ressource stratégique. L'ampleur de l'extraction défie l'imagination. Lorsque vous vous tenez au bord d'une carrière centrale, les camions-bennes géants d'une capacité de 300 tonnes semblent de simples insectes rampant sur des routes en spirale qui s'enfoncent à plusieurs mètres de profondeur. Mais le véritable travail commence après que les explosifs ont fragmenté la couche monolithique. Le minerai extrait est acheminé vers les usines d'enrichissement, où la roche est transformée en poussière. Dans d'immenses broyeurs, des billes d'acier réduisent la roche dure en une poudre fine, comme de la farine. Vient ensuite l'étape de la flottation, un procédé chimique où le minerai broyé est mélangé à de l'eau et à des réactifs spécifiques. Des bulles d'air captent les particules du minéral moyen et les transportent à la surface sous forme d'une mousse épaisse, laissant la gangue stérile au fond. Le concentré, qui contient désormais environ 30% de ce métal, n'est qu'un maillon intermédiaire. La transformation du concentré en cuivre pur exige le feu et la haute tension. Dans les fours de fusion, à des températures dépassant 1000 degrés, les impuretés de fer et de soufre sont éliminées. La mat obtenue subit une purification supplémentaire, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un milieu noir. Toutefois, ce métal ne convient pas à la transmission d'énergie. Pour les besoins électrotechniques, le cuivre doit être presque parfaitement pur, de l'ordre de 99,99%. Cela s'obtient par raffinage électrolytique. De grandes plaques de cuivre sont immergées dans un bain d'acide, où, sous l'action du courant électrique, les ions métalliques migrent d'une électrode à l'autre, laissant tous les éléments étrangers dans le dépôt. Ce dépôt, d'ailleurs, contient souvent de l'or et de l'argent, ce qui rend l'extraction du cuivre plus rentable. La transition énergétique, dont on parle aujourd'hui à tous les niveaux, est impossible sans cuivre. Si l'aluminium est devenu le métal de l'aviation, le cuivre forme le système nerveux du réseau électrique mondial. Chaque éolienne, chaque panneau solaire nécessite plusieurs fois plus de cuivre que les centrales thermiques traditionnelles. Une voiture électrique contient 4 fois plus de fils de cuivre qu'un véhicule à moteur à combustion interne. Ces kilomètres de câbles, dissimulés sous le capot, dans les murs des bâtiments et sous terre, assurent la circulation des électrons qui fait vivre notre civilisation. Le cuivre possède une conductivité électrique unique, dépassée seulement par l'argent. Mais grâce à sa disponibilité relative, il est devenu le matériau incontournable pour transporter l'énergie sur de longues distances sans perte significative.
Les villes modernes sont, en substance, de gigantesques réservoirs de cuivre. Si l'on imaginait une mégapole dépouillée de son béton et de son verre, nous verrions apparaître un réseau incroyablement dense de filaments cuivrés. Ils parcourent chaque surface des gratte-ciel, assurant le fonctionnement des ascenseurs, de la climatisation, des salles serveurs et de l'éclairage. Dans un appartement contemporain standard, des dizaines de kilogrammes de ce métal sont enfouis. Une quantité considérable d'infrastructures techniques, des canalisations d'eau au système de chauffage, repose également sur le cuivre en raison de sa résistance à la corrosion et de ses propriétés bactéricides. C'est un métal qui non seulement conduit la lumière, mais protège aussi notre santé, en empêchant les microbes de proliférer sur les surfaces. Mais le minerai de cuivre est une ressource épuisable. Les gisements où le métal affleure près de la surface s'amenuisent progressivement. Cela contraint les compagnies à creuser toujours plus profond, à construire des mines à plusieurs kilomètres sous terre, où la température de la roche dépasse 50 degrés et où la ventilation et la sécurité exigent des moyens colossaux. Les défis technologiques croissent au rythme de la demande. Le monde se trouve face à un dilemme. Nous avons besoin de toujours plus de matière pour alimenter les énergies vertes, mais son extraction devient de plus en plus complexe et gourmande en ressources. C'est là que naît le concept de recyclage. Le cuivre peut être refondu à l'infini sans perdre ses qualités. Vieux câbles, transformateurs démantelés, appareils électroniques mis au rebut constituent un minerai urbain, dont la valeur égale celle des gisements andins. Si la demande de cuivre augmente, cela signifie que de nouvelles usines se construisent, que les villes s'étendent et que les technologies progressent. Lorsque l'activité sur le marché du cuivre décline, cela annonce une récession mondiale. Aucun autre matériau n'entretient un lien aussi étroit avec la notion de progrès. Nous vivons à une époque où la numérisation semble éthérée et immatérielle, mais en réalité, chaque message envoyé par messagerie instantanée et chaque transaction bancaire physique transite par des ports et des câbles en cuivre. Le cuivre occupe une place particulière dans le développement des énergies renouvelables. Les parcs éoliens en mer nécessitent des milliers de tonnes de ce métal pour les câbles sous-marins reliant les turbines à la côte. Les vastes étendues de centrales solaires sont parcourues de barres collectrices et de fils qui captent l'énergie des photons pour la rassembler en un seul réseau. Sans ce métal, toute vision d'un avenir écologique et propre resterait lettre morte. Nous ne remarquons pas souvent l'ampleur de l'intervention humaine dans la nature pour obtenir cette ressource. La réhabilitation des terres, après l'extraction du cuivre, constitue un processus complexe qui implique le traitement des eaux usées contre les acides et les métaux lourds. Les entreprises concernées dépensent des milliards de dollars pour que, après la fermeture des carrières, le territoire redevienne habitable. C'est là une partie du prix que l'humanité paie pour son confort et son indépendance énergétique. Toutefois, comparé à d'autres types de combustibles, le cuivre demeure l'une des solutions les plus rationnelles. Il ne se disperse pas dans l'atmosphère, mais s'accumule dans les infrastructures, formant un capital durable pour notre civilisation. Il existe un métal plus cher que l'or, qui contrôle l'avenir des voitures électriques et qui alimente votre téléphone en ce moment même. Un métal pour lequel se déroulent de véritables guerres au Congo, où des enfants creusent la terre à mains nues, tandis que les multinationales déboursent des milliards pour garantir leur approvisionnement. C'est le cobalt, l'élément le plus controversé de l'ère des batteries, sans lequel aucune batterie lithium-ion au monde ne pourrait fonctionner. Une roche qui ressemble à de la pierre grise tachetée de rose, mais dont la valeur dépasse celle des métaux précieux, car d'elle dépend la capacité de l'humanité à se libérer du pétrole. Plongeons dans l'univers sombre du minerai de cobalt, où le progrès technologique se heurte à la géopolitique, à l'exploitation
et à une lutte acharnée pour les ressources. Commençons par le cobalt lui-même. C'est un métal gris argenté, avec une légère nuance rosée, magnétique, dur et résistant à la chaleur. Mais sa véritable valeur ne réside pas là. Le cobalt possède cette propriété unique de stabiliser la structure des cathodes dans les batteries lithium-ion. Sans lui, les batteries surchauffent, perdent leur capacité, peuvent s'enflammer ou exploser. Chacun de vos appareils, smartphone, ordinateur portable, écouteurs, cigarette électronique, contient du cobalt dans sa batterie. Et chaque voiture électrique sur la route renferme entre 5 et 20 kg de ce métal. Le minerai de cobalt a une apparence peu remarquable. Les minéraux les plus courants sont la cobaltite, l'érythrite, la scuterudite. La couleur varie du gris au noir, parfois avec des nuances roses ou violettes dues aux impuretés. L'érythrite est surnommée « fleur de cobalt » en raison de sa couleur rose framboise. C'est elle qui trahit la présence de cobalt dans la roche. Mais le cobalt en lui-même forme rarement des gisements distincts. Il est généralement extrait comme sous-produit lors de l'exploitation du cuivre ou du nickel. Et c'est là que commence le véritable problème. Environ 70% du cobalt mondial provient d'un seul pays, la République démocratique du Congo. Un cauchemar géopolitique. Imaginez que la quasi-totalité du cobalt pour toutes les batteries de la planète dépendent d'un seul pays africain instable, rongé par la corruption, les conflits et des conditions de travail épouvantables. C'est comme si tout le pétrole mondial se trouvait dans un unique endroit susceptible d'exploser à tout moment. La région du Katanga, au sud de la RDC, est un phénomène géologique, la fameuse ceinture de cuivre. Sous terre gisent d'immenses gisements de minerais de cuivre, contenant entre 0,1 et 0,5% de cobalt. Cela semble peu, mais quand on extrait des millions de tonnes de cuivre par an, on obtient au passage des centaines de milliers de tonnes de cobalt. Les gisements les plus riches atteignent jusqu'à 1% de cobalt, ce qui est déjà considérable. L'extraction se fait de deux manières, les mines industrielles des grandes corporations et ce qu'on appelle les mines artisanales, c'est-à-dire l'extraction rudimentaire. Les mines industrielles sont des complexes modernes, dotés d'équipements valant des milliards de dollars, où travaillent des milliers de personnes. Le minerai est dynamité, chargé par d'immenses excavateurs, transporté vers les usines de traitement. Tout est automatisé, contrôlé, relativement sûr. Et maintenant, l'extraction artisanale, c'est l'enfer sur Terre. Des dizaines de milliers de personnes, dont des enfants dès l'âge de 7 ans, creusent le minerai à la main dans des mines primitives sans aucune sécurité. Ils descendent dans des fosses profondes de 40 à 50 mètres par des échelles branlantes, sans casque, sans étai, sans ventilation. Les éboulements tuent régulièrement, des dizaines de morts par an officiellement, en réalité, sans doute bien davantage. Ils creusent à main nue ou avec des outils rudimentaires, remplissent des sacs de minerais et les traînent jusqu'à la surface. Ils gagnent quelques dollars par jour, une misère, même selon les standards africains. Le minerai est vendu à des intermédiaires qui l'acheminent vers les entrepôts d'entreprises chinoises. Là, il est contrôlé, payé en liquide, puis expédié pour être transformé. Aucune traçabilité, aucune garantie d'origine. Les organisations internationales de défense des droits humains tirent la sonnette d'alarme depuis des années. Amnesty International, Human Rights Watch publient des rapports accablants sur le travail des enfants, l'exploitation, les conditions périlleuses. Des géants comme Apple, Tesla ou Samsung jurent qu'ils n'achètent pas de cobalt issu de mines artisanales. Mais la chaîne d'approvisionnement est si opaque qu'il est quasiment impossible de retracer l'origine exacte du cobalt dans une batterie donnée.
La Chine contrôle l'essentiel du raffinage du cobalt. Même si le minerai est extrait au Congo, il est acheminé vers la Chine dans des fonderies. Là, on en extrait le cobalt, on le purifie et on fabrique les composés chimiques pour les batteries. Oxyde de cobalt, sulfate de cobalt. Ensuite, ces composés partent vers les usines de production de batteries, elles aussi majoritairement situées en Chine ou en Corée du Sud. La Chine contrôle environ 80% du raffinage mondial du cobalt. Cela lui confère un pouvoir géopolitique considérable sur la transition mondiale vers les véhicules électriques. Le raffinage du minerai de cobalt est complexe. S'il s'agit d'un minerai de cuivre-cobalt, il est d'abord broyé et enrichi par flottation, ce qui permet de séparer les sulfures de cuivre et de cobalt de la gangue stérile. Ensuite, le concentré est fondu dans des fours à 1200 degrés Celsius, produisant une matte, alliage de sulfure de cuivre, de cobalt et de fer. Le mat est soufflé à l'oxygène dans un convertisseur, oxydant le fer et le soufre. On obtient du cuivre brut contenant du cobalt. Ensuite, les métaux sont séparés par des méthodes hydrométallurgiques. Dissolution dans l'acide sulfurique, purification de la solution des impuretés, précipitation sélective d'abord du cuivre par électrolyse, puis du cobalt. Ou bien, on utilise l'extraction par solvant. Le cobalt passe dans la phase organique, se sépare du cuivre, puis est reprécipité dans une solution aqueuse et isolé par électrolyse comme métal pur. La pureté du cobalt pour les batteries doit être de 99,8% et plus. Même des micro-impuretés de fer, de nickel ou de cuivre altèrent les propriétés des batteries. D'où une purification en plusieurs étapes, avec contrôle à chaque stade. Le prix du cobalt affiche une volatilité vertigineuse. En 2018, il a grimpé jusqu'à 95 000 $ la tonne, soit plus cher que l'or au volume. La raison, l'essor fulgurant des véhicules électriques et la crainte d'une pénurie de cobalt. Les entreprises raflaient tout ce qu'elles pouvaient trouver. Puis le prix a chuté à 24 000 $ en raison d'une offre excédentaire et d'une récession qui a frappé la demande. Actuellement, le prix oscille autour de 30 à 40 000 $ la tonne. Les fabricants de batteries tentent désespérément de réduire leur dépendance au cobalt. Ils développent de nouvelles chimies de cathode avec une teneur réduite, voire sans cobalt du tout. Les batteries lithium-fer-phosphate ne contiennent aucun cobalt, mais offrent une densité énergétique inférieure. Elles conviennent aux véhicules électriques bon marché avec une autonomie moindre. Tesla a réduit la teneur en cobalt de ses batteries à moins de 5% et prévoit de s'en affranchir totalement. Pourtant, il est impossible de remplacer complètement le cobalt dans le segment premium. Les batteries haute capacité des véhicules électriques haut de gamme, offrant 5 à 600 km d'autonomie, exigent des cathodes à forte teneur en nickel et en cobalt. La formule 80% de nickel, 10% de manganèse, 10% de cobalt représente un compromis entre capacité et stabilité. Sans cobalt, ces batteries sont sujettes à la surchauffe et à la dégradation. La demande de cobalt devrait augmenter, malgré les efforts pour réduire son utilisation. Pourquoi ? Parce que le nombre de véhicules électriques croît plus rapidement que la teneur en cobalt dans les batteries ne diminue. En 2020, 3 millions de véhicules électriques ont été vendus. En 2023, 14 millions. Les prévisions pour 2030 dépassent 30 millions. Même si la teneur en cobalt chute de moitié, la demande globale continuera de croître de manière exponentielle. D'autres pays tentent de trouver des sources alternatives. L'Australie possède de modestes gisements, tout comme le Canada, la Russie, les Philippines, Cuba. Mais ensemble, ils ne fournissent que 30% du cobalt mondial, et augmenter la production rapidement s'avère impossible. Il faut des années pour la prospection, la construction des mines, l'obtention des autorisations.
le Congo reste le fournisseur dominant, et cela ne changera pas dans les 10 à 15 prochaines années. On tente aussi d'extraire le cobalt des fonds marins. Au fond du Pacifique reposent des milliards de tonnes de nodules polymétalliques, des concrétions de la taille d'une pomme de terre, contenant nickel, cobalt, cuivre, manganèse. La concentration en cobalt y avoisine 0,2%. Ce n'est pas beaucoup, mais c'est constant sur d'immenses étendues. Les technologies d'extraction en eau profonde se développent, mais les conséquences écologiques demeurent inconnues, et la communauté internationale reste pour l'instant prudente quant aux autorisations. Le recyclage des batteries constitue une source potentielle de cobalt. Lorsque des millions de véhicules électriques arriveront en fin de vie dans 10 à 15 ans, leurs batteries deviendront un réservoir colossal de métaux précieux. Les technologies de recyclage existent, on démonte les batteries, on les broie, on les fait fondre ou on les dissout dans des acides pour en extraire le cobalt, le nickel et le lithium. Mais l'équation économique reste complexe. Le recyclage coûte souvent plus cher que l'extraction de minerais neufs. Chaque année dans le monde, il existe un métal si rare qu'on le trouve plus souvent dans les météorites que dans la croûte terrestre. Pourquoi cet élément, dont presque personne n'a entendu parler, coûte-t-il plus cher que l'or et détermine-t-il l'avenir de l'écologie, de l'aviation et des hautes technologies? Comment se fait-il que sans quelques grammes d'iridium ou de rhodium, les catalyseurs modernes cesseraient tout simplement de fonctionner et le verre ultra pur deviendrait impossible? Ces métaux ne s'extraient pas, on les capte littéralement dans les déchets d'autres minerais, au risque de tout perdre. Aujourd'hui, vous découvrirez le parcours des éléments les plus rares de la planète, du cosmos au four industriel. Et si vous suivez jusqu'au bout, vous comprendrez pourquoi l'impact d'un astéroïde, il y a des millions d'années, influence encore notre civilisation. L'iridium et le rhodium appartiennent au groupe des métaux du platine et sont considérés comme parmi les éléments les plus rares et les plus précieux de la planète. Leur histoire est étroitement liée au développement de la chimie et de la métallurgie du début du 19e siècle, lorsque les scientifiques commencèrent à étudier de manière systématique les impuretés présentes dans les minerais de platine. L'iridium fut découvert en 1803 par le chimiste anglais Smithson Tennant lors de l'analyse d'un résidu insoluble qui subsistait après dissolution du platine dans l'eau régale. Le métal tient son nom du mot latin « iris », arc-en-ciel, en raison des sels multicolores qui se formaient au cours des réactions. Le rhodium fut découvert presque simultanément par William Wollaston, qui remarqua la teinte rose caractéristique de ses composés. C'est du mot grec « rhodon », qui signifie « rose », que provient le nom de ce métal. La valeur exceptionnelle de l'iridium et du rhodium s'explique non seulement par leur rareté, mais aussi par une combinaison unique de propriétés physiques et chimiques. Dans la croûte terrestre, leur teneur se mesure en fractions de microgrammes par tonne de roche, et l'extraction industrielle n'est possible qu'en tant que sous-produit du traitement des minerais de platine ou de nickel. Cela signifie que les volumes de production sont strictement limités par la géologie et non par la demande du marché. Toute augmentation de la consommation est pratiquement impossible à compenser rapidement par un accroissement de l'extraction, ce qui rend ces métaux extraordinairement coûteux. L'iridium est reconnu comme l'un des métaux les plus résistants à la corrosion dans la nature. Il ne réagit pratiquement pas avec les acides, les bases et les sels fondus, même à des températures élevées. Son point de fusion dépasse 2400 degrés Celsius et sa résistance mécanique persiste là où la plupart des autres métaux auraient depuis longtemps perdu leurs propriétés. C'est précisément pour cette raison
que l'iridium est utilisé dans des environnements où les matériaux subissent simultanément l'action de produits chimiques agressifs et d'une chaleur extrême. Le rhodium possède un point de fusion légèrement inférieur, mais se distingue par une stabilité de surface exceptionnelle et un pouvoir réfléchissant élevé. Il ne s'oxyde pratiquement pas à l'air, même lors d'un chauffage prolongé, ce qui en fait un matériau idéal pour les revêtements et les contacts. L'iridium et le rhodium jouent un rôle clé dans les catalyseurs modernes. Ce sont précisément ces métaux qui permettent d'accélérer les réactions chimiques tout en restant stables pendant des milliers d'heures de fonctionnement. Le rhodium est un composant indispensable des catalyseurs automobiles de nouvelle génération, où il assure la réduction des oxydes d'azote en azote moléculaire. Sans le rhodium, les systèmes modernes de traitement des gaz d'échappement seraient nettement moins performants, et le respect des normes environnementales strictes deviendrait pratiquement impossible. L'iridium, quant à lui, est largement utilisé dans les catalyseurs électrochimiques, notamment dans les installations d'électrolyse de l'eau, où il garantit une efficacité élevée et une longévité remarquable des anodes, même dans un environnement fortement oxydant. Une application particulière de ces métaux, moins connue du grand public mais d'une importance capitale, concerne l'industrie verrière. Dans la production de verres spéciaux, notamment optiques, de laboratoire et pour écran, on utilise des fours fonctionnant à des températures supérieures à 1500 degrés. Dans de telles conditions, la plupart des métaux se déforment ou réagissent avec le verre, le contaminant. Les alliages d'iridium et de rhodium servent à fabriquer des creusets, des électrodes et des éléments structurels de four, car ils résistent à un chauffage prolongé sans corrosion et n'interagissent pas avec le verre. C'est précisément grâce à ces métaux que devient possible la production de verre ultra pur aux propriétés parfaitement contrôlées. Le prix de l'iridium et du rhodium dépasse souvent la valeur de l'or et même du platine, et ce n'est pas un phénomène spéculatif, mais la conséquence directe de la combinaison d'une offre limitée et d'une importance technologique critique. Ils ne sont pas de simples métaux d'investissement, ni des symboles de luxe. Ce sont des matériaux sans lesquels l'industrie moderne, les technologies écologiques, la chimie et la production à haute température auraient un visage radicalement différent. L'iridium et le rhodium demeurent le socle invisible mais fondamental de nombreux procédés qui façonnent le monde technologique du XXIe siècle. L'iridium n'apparaît pas comme la plupart des métaux usuels, et c'est précisément ce qui le rend si rare et précieux. Son origine ne commence pas dans les mines industrielles, mais bien plus profondément, au niveau même de la formation de la Terre. L'iridium fait partie des éléments dits sidérophiles, c'est-à-dire ceux qui aiment le fer. Lors de la formation de notre planète, la majeure partie de l'iridium a migré vers le noyau terrestre en compagnie du fer. De ce fait, il n'en subsiste que des traces infimes dans la croûte terrestre, à des concentrations qui se mesurent en fractions de microgrammes par tonne de roche. La fraction d'iridium accessible à l'homme a une double origine. D'abord, ce sont des restes de matière primordiale qui n'a pas eu le temps de descendre vers le noyau et s'est conservé dans certaines zones du manteau et de la croûte. Ensuite, et c'est tout aussi important, l'iridium est arrivé à la surface de la Terre avec les météorites. Les corps cosmiques, notamment les météorites ferreuses, contiennent des concentrations d'iridium bien plus élevées que les roches terrestres. C'est précisément ce qui explique la fameuse anomalie d'iridium dans les couches géologiques liées à la chute d'un grand astéroïde à la fin du Crétacé. Sur le plan industriel, l'iridium n'est presque jamais extrait comme métal principal. On l'obtient comme sous-produit lors du traitement des minerais de platine et de nickel. Les sources d'iridium les plus importantes se concentrent dans les régions où se trouvent de grands gisements de métaux du groupe du platine. Tout d'abord, l'Afrique du Sud,
où les gisements du complexe du Bushveld assurent l'essentiel de la production mondiale. Des volumes importants proviennent également de Russie, notamment de la région industrielle de Norilsk, tandis que des quantités plus modestes sont extraites au Canada et aux États-Unis. Le procédé d'obtention de l'iridium est complexe et comporte de nombreuses étapes. Après l'extraction du minerai, celui-ci est enrichi pour en extraire un concentré de métaux du groupe du platine. Ce concentré subit ensuite une série d'opérations chimiques au cours desquelles le platine, le palladium, le rhodium, l'iridium et d'autres éléments sont progressivement séparés. L'iridium reste généralement dans les résidus les plus stables et insolubles, ce qui souligne une fois de plus son exceptionnelle inertie chimique. Ce n'est qu'après une purification complexe qu'on l'obtient sous forme de poudre ou de métal compact. Ainsi, l'iridium est un métal d'origine cosmique, presque entièrement enfoui dans les profondeurs de la planète et accessible à l'homme uniquement grâce à une combinaison rare de processus géologiques et de technologies complexes. C'est pourquoi chaque gramme d'iridium est le fruit d'un immense voyage, des entrailles de la Terre et du cosmos jusqu'aux productions de haute technologie du monde moderne.